Allez, c'est parti pour une véritable enquête archéologique, une plongée fascinante pour retrouver les voies perdues du grand empire achéménide. Parce que oui, derrière ces ruines qui nous semblent aujourd'hui bien silencieuses, se cachent en fait des histoires grandioses de pouvoir absolu et de propagande impériale complètement assumée. En décryptant ces documents historiques et ces vieilles notes d'érudits, on va littéralement redonner vie à des monarques qui, à l'époque, étaient absolument persuadés de dominer le monde pour l'éternité. Rien que cette citation, ça donne le ton nom. Je suis Artaxerxès, le roi des rois. Autant dire qu'il n'y avait absolument aucune place pour la modestie. Cette affirmation d'une suprématie totale, gravée en dur dans la pierre, c'était vraiment le cœur du réacteur de l'Empire perse. Ces souverains ressentaient un besoin viscéral de crier leur invincibilité à la face du monde et d'imposer le respect par la simple force des mots. Mais ce qui est vraiment saisissant sur cette image, c'est le contraste. D'un côté, on a l'écho de ces paroles qui se voulaient toutes puissantes, immortelles, et de l'autre, on a ces monuments grandioses, aujourd'hui réduits à l'état de ruines, bouffés par le vent et la poussière. C'est assez ironique quand on y pense, et ça montre la vulnérabilité du pouvoir face au temps. Ça rend d'ailleurs le travail de fourmi des archéologues encore plus crucial, parce qu'il faut exhumer ces mémoires avant qu'elles ne s'effacent pour de bon. Alors, pour structurer notre exploration d'aujourd'hui, on va procéder en 5 grandes étapes. On va parler des rois de la Perse antique, de la propagande via leurs artefacts, on ira fouiller les colonnes de Suse, on se arrêtera sur les monuments de Persépolis et on gardera le plus croustillant pour la fin, le décodage de ces fameuses écritures. On attaque tout de suite avec notre premier point, la fameuse lignée royale. Quand on décortique les textes traduits, on voit rapidement émerger un arbre généalogique ultra complexe. Des gars comme Darius II ou Artaxerxès passaient leur temps à justifier leur droit de trôner en martelant les noms de leurs puissants pères et grands-pères dans la pierre. C'était une vraie stratégie politique, une légitimisation par le sang. En gros, si on ne pouvait pas toujours prouver sa légitimité par des actes héroïques, il fallait au moins que la naissance soit totalement indiscutable. Et le truc génial, c'est que ces généalogies n'étaient pas de vieux documents d'archives planqués dans des bibliothèques. Pas du tout. Elles étaient carrément sculptées dans l'architecture monumentale de leur palais. Ces immenses escaliers ornés de figures royales, c'était un vrai théâtre physique. Chaque émissaire étranger, chaque sujet de l'Empire qui montait ces marches devait se prendre en pleine figure la grandeur écrasante et inébranlable de la dynastie. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, la propagande, mais version format de poche, avec les vases et artefacts. Mise côte à côte, l'ingéniosité de ces pièces saute aux yeux. Ils ont délibérément associé des inscriptions cunéiformes hyper sérieuses à un art visuel surpuissant. D'un côté, un texte qui affirme l'autorité du roi, et de l'autre, ce même roi qui terrasse un monstre mythologique sans même transpirer. C'est le triomphe absolu de l'ordre sur le chaos. Et le coup de maître, c'est que ce format est parfaitement transportable pour diffuser l'autorité royale aux 4 coins de l'Empire. En fait, c'est littéralement l'ancêtre du produit dérivé politique. Les érudits du XIXe siècle ont été d'une minutie folle en cataloguant tous ces petits fragments. Retrouver les mots d'Artaxerxès sur un simple vase en porphyre, ça prouve une chose. La voix du roi devait s'infiltrer absolument partout. Des immenses façades de temples jusqu'aux objets du quotidien, l'autorité devait être omniprésente. Troisième étape de notre exploration, on passe sur le terrain avec l'exhumation des colonnes de Suse. Il faut vraiment saluer la rigueur hallucinante des premiers explorateurs. En dessinant cette gigantesque grille des bases de colonnes, ils ont cartographié les fondations d'un espace complètement titanesque. Et comprendre la disposition de ce site, c'est comprendre comment l'architecture elle-même était pensée pour organiser et centraliser le pouvoir. En lisant les notes de fouilles, on perçoit très bien les montagnes russes émotionnelles qu'ils ont traversées. D'abord, l'excitation de dégager la grille, puis l'étincelle de génie. Ils réalisent que seuls quelques piédestaux centraux cachaient des archives trilingues inestimables. Mais juste après, la grosse douche froide. Au fil des siècles, les colonnes se sont effondrées et ont réduit une bonne partie de ces textes en miettes. Heureusement, au milieu de tous ces débris, il y a des pépites qui ont survécu. Regardez ce relief sculpté, le niveau de détail est incroyable. Ça nous donne une super idée de la majesté de la culture visuelle qui entourait ces écrits. On a l'impression que ces figures montent la garde dans leur niche, protégeant à jamais les paroles du roi dans un silence solennel. Quatrième chapitre, on change d'échelle et on s'attaque au monument de Persépolis, gravé dans la roche. Rien qu'avec ce croquis ultra détaillé du 19e siècle, on prend toute la folie des grandeurs de Persépolis en pleine face. Avec cette petite figure solitaire perchée tout en haut de la façade, on comprend vite que l'architecture ici n'était pas juste là pour faire joli. C'était un outil d'intimidation massive. N'importe qui se tenant en bas devait forcément se sentir minuscule face à cette structure. Remarquez bien comment les inscriptions sont mises en scène sur ce bloc. C'est du grand art.
Le texte est intégré pile-poil au-dessus des 2 serviteurs qui tiennent l'ombrelle royale. Ce n'est évidemment pas un hasard, ça place physiquement les paroles du roi très loin au-dessus de la tête de ses sujets. Une manière très visuelle de réaffirmer son statut quasi divin, complètement intouchable. Et on arrive enfin à la 5e et dernière partie de notre analyse, sûrement la plus casse-tête, le décodage des Écritures. C'est exactement là que le monde antique et le monde moderne se rencontrent. À gauche, on a ces blocs de cunéiforme complètement bruts, avec ces petits clous denses et totalement cryptiques. Et à droite, on a des générations d'efforts intellectuels acharnés, un savant mélange de latin et d'hébreu, juste pour réussir à y trouver un sens. C'est un pont fascinant entre l'Antiquité et l'érudition moderne. Mais là où l'histoire devient vraiment ironique, c'est dans la méthode de ces souverains. Ces rois faisaient graver leurs exploits en 3 langues différentes, persan, babylonien et scythe, et ils en faisaient de multiples copies. Leur seul but, c'était de combattre l'oubli. Mais sans le vouloir, avec cette obsession de la survie, ils ont tout simplement fourni la pierre de Rosette parfaite aux futurs linguistes pour craquer leur code. Bien sûr, ça demande un effort linguistique monumental, parce que réussir à faire le lien entre une série de sons complètement obscurs comme Daraya Vuzayasha et le nom historique qu'on connaît tous, Darius, ou Dari en latin, eh bien c'est un véritable tour de force. C'est ce simple petit recoupement phonétique qui a permis de rouvrir des pans entiers de l'histoire et de redonner de la voix à des fantômes. Après, il y a toujours des objets qui nous rappellent à quel point cette civilisation nous échappe encore, comme ce fameux Saxum Nigrum, la pierre noire. Elle est blindée de textes denses, de symboles étranges et d'animaux. C'est fascinant parce que ça nous remet un peu à notre place. Malgré toute notre science, ce monde antique reste d'une complexité vertigineuse, avec des croyances qu'on peine encore vraiment à déchiffrer. Alors quand on voit les efforts titanesques qu'il a fallu fournir juste pour ressusciter quelques noms et des égos surdimensionnés de la poussière, ça laisse forcément songeur. On ne peut pas s'empêcher de se demander quelles autres voies grandioses, quelles autres histoires d'empire attendent encore bien sagement sous le sable qu'un nouvel explorateur vienne percer leurs secrets. Une chose est sûre, l'histoire est très loin d'avoir dit son dernier mot.